Bonjour à tous, je m'appelle Jack. Aujourd'hui, nous allons parler d'une affaire tragique. Avant de commencer, je tiens à m'excuser pour mon anglais imparfait. Ce n'est pas ma langue maternelle, mais je fais de mon mieux pour vous. Parfois, des actes irréfléchis, surtout à un jeune âge, peuvent bouleverser toute une vie et entraîner des conséquences imprévisibles, parfois même dramatiques. L'histoire que nous allons raconter, connue sous le nom de l'affaire Daisy Coleman, mêle le destin de plusieurs jeunes filles victimes de leur naïveté et de leur manque de vigilance. Elles pensaient que tout cela serait vite oublié et que leur vie reprendrait son cours normal. Elles se trompaient. Chacune d'elles a subi un harcèlement cruel de la part de camarades de classe, y compris de ceux qu'elles considéraient comme des amis. En 2016, un documentaire intitulé « Audrey et Daisy » a raconté les histoires de ces jeunes filles victimes de violences et de brimades. Ces récits se déroulaient dans des lieux et à des époques différentes, et les filles ne se connaissaient même pas. Pourtant, il en ressortait clairement que la violence psychologique est souvent plus difficile à surmonter que la violence physique. Je m'appelle Elias Monclerc, vous regardez la chaîne Les Ombres du Crime. Merci de regarder mon contenu. Je serai ravie de votre abonnement et like. Bon visionnage. Commençons par le début. La famille Coleman était une grande famille chaleureuse et heureuse, presque exemplaire. Ils vivaient dans la petite ville d'Albany, dans le Missouri. Michael et Melinda, mariés depuis de nombreuses années, élevaient leurs 4 enfants, 3 garçons, Charlie, Tristan et Logan, ainsi qu'une fille, Daisy, la deuxième enfant et la seule fille. Les 2 parents travaillaient dans le domaine médical. Michael était chirurgien et Melinda, vétérinaire. Ils jouissaient d'un grand respect dans leur communauté. Toute la famille était passionnée de sport et soutenait les équipes locales. En 2009, alors que Daisy avait 12 ans, elle voyageait en voiture avec son père et son frère aîné pour assister à un match de football dans une ville voisine. Ce jour-là, le temps s'est dégradé et la voiture a glissé sur une route humide, percutant un véhicule arrivant en sens inverse. Le père est décédé sur le coup, mais les enfants ont heureusement échappé à des blessures graves. La famille Coleman, en deuil, a décidé de changer d'air et a déménagé à Maryville, toujours dans le Missouri. Les enfants ont intégré une école locale et la mère a trouvé un emploi dans un centre vétérinaire. Peu à peu, ils ont commencé à se reconstruire et à envisager l'avenir. Daisy s'est investie dans la danse, la gymnastique et faisait partie de l'équipe de Pom-Pom Girls de l'école. Elle avait également un talent pour le dessin et rêvait de devenir artiste ou designer. À l'école, elle était appréciée pour son caractère lumineux, gentil et ouvert. Sa meilleure amie, Paige, était pratiquement inséparable d'elle. Elles allaient à l'école ensemble, faisaient partie de la même équipe de Pom-Pom Girls et fréquentaient le même studio de danse. Elles passaient souvent la nuit l'une chez l'autre, ce qui était devenu une habitude. Le 7 janvier 2012, pendant les vacances d'hiver, Paige dormait encore chez Daisy. Elle regardait des films, mangeait des bonbons et discutait. Quand tout le monde est allé se coucher, Daisy est descendue discrètement pour prendre une bouteille de boisson alcoolisée dans le placard de la maison. Elle et son amie en ont bu un peu après minuit. Daisy a alors commencé à envoyer des messages à Matthew Barnett, un jeune homme de 17 ans, populaire à l'école et prometteur joueur de football. Il était ami avec le frère aîné de Daisy, Charlie, et venait souvent chez les Coleman. Daisy était flattée de l'attention d'un garçon plus âgé, et voulait discuter et flirter avec lui. Quand elle a mentionné qu'elle passait la nuit avec une amie, Matthew leur a proposé de venir à une fête chez lui, suggérant qu'elles pourraient s'amuser sans leurs parents. Elles ont accepté avec enthousiasme et se sont discrètement échappées par la fenêtre de la chambre de Daisy. Peu après, Matthew et son ami sont venus les chercher. Ils se sont rendus chez lui, où plusieurs autres jeunes de leur école les attendaient. La fête se tenait dans le sous-sol, accessible par le garage. Dès leur arrivée, Daisy et Paige se sont vues offrir des cocktails alcoolisés préparés par les garçons eux-mêmes. Matthew était particulièrement insistant, versant verre après verre à Daisy, qui les buvait pour lui faire plaisir. À un moment, Paige a essayé d'intervenir, estimant que son ami avait déjà trop bu, mais on lui a demandé de ne pas se mêler de cela. Un garçon nommé Nicholas, pour qui Paige avait un faible depuis longtemps, s'est approché d'elle et a commencé à flirter. Ils ont bu ensemble, puis Nicholas lui a proposé un moment à l'écart dans une autre pièce. Paige a accepté, consciente de ce qui allait suivre. Leur intimité n'a pas duré longtemps, et à leur retour, Daisy n'était plus dans la grande pièce.
La porte de la chambre voisine, où se trouvait un lit, était entr'ouverte. Paige a aperçu son amie allongée, presque inconsciente, et Matthew, profitant de son état, était en train d'être proche d'elle. Par ailleurs, un autre participant à la fête, Jordan, filmait la scène avec son téléphone. Il s'est avéré qu'il avait également profité de l'inconscience de Daisy. Les garçons ont ensuite mis les filles dans la voiture et les ont ramenées chez Daisy. Paige avait un peu repris ses esprits, mais son amie était à peine consciente, incapable de se tenir debout. Rapidement, Daisy a commencé à vomir. Les garçons l'ont littéralement tirée hors de la voiture. Tandis qu'elle vomissait, Matthew tentait maladroitement de rassembler ses cheveux. Ses vêtements et ses cheveux étaient souillés. Ils ont dit à Paige de rentrer à l'intérieur, assurant qu'il resterait avec Daisy jusqu'à ce qu'elle se remette un peu. Paige leur a fait confiance et est entrée silencieusement dans la maison, sans réveiller personne. Elle s'est allongée sur le lit et s'est endormie presque immédiatement, encore sous l'effet de l'alcool. En réalité, les garçons ont trompé Paige. Dès qu'elle est retournée à l'intérieur, ils ont laissé Daisy seule, allongée sur le sol froid, en plein mois de janvier, après lui avoir enlevé sa veste. Plus tard, ils ont justifié leur geste en disant qu'ils craignaient que quelqu'un ne les voie avec une mineure en état d'ébriété et appelle la police. Ils ont affirmé avoir retiré la veste parce que Daisy avait vomi dessus. Daisy serait restée plusieurs heures dehors, par des températures négatives, avant de reprendre conscience. Selon ses souvenirs, elle a d'abord pensé être morte, incapable de sentir ses membres, de bouger ou de crier. Elle ne portait ni chaussures ni chaussettes dont personne ne pouvait expliquer la disparition. Ses cheveux mouillés étaient gelés sur la pelouse. Elle a dû faire un effort pour relever la tête et regarder autour d'elle. Daisy a rampé jusqu'à la porte de sa maison et a frappé plusieurs fois avec la main. Sa mère, Melinda, réveillée par le bruit et pensant que c'était le chien qui demandait à entrer, est allée ouvrir. Elle a failli perdre la raison en voyant sa fille, à moitié consciente, sans vêtements et sans chaussures, allongée sur le porche. Elle a crié et réveillé ses fils, qui sont accourus pour l'aider à porter leur sœur à l'intérieur. Daisy ne portait qu'un t-shirt et un pantalon léger. Ses membres montraient des signes de gelure. Elle ne pouvait pas parler, sanglotait faiblement, tremblait violemment et dégageait une odeur. La mère, au début, tenta de réchauffer sa fille en l'enveloppant dans des couvertures, mais elle se rendit vite compte que cela ne suffirait pas. Elle demanda alors à ses fils de porter leur sœur jusqu'à la baignoire. Là, Melinda commença à déshabiller sa fille et remarqua que l'intérieur de ses cuisses était couvert de bleu et d'éraflures. Elle comprit immédiatement que sa fille avait été victime de violences et appela la police et les secours. En attendant leur arrivée, la mère réchauffa Daisy avec de l'eau tiède. En tant que professionnelle de santé, elle savait comment agir dans ce genre de situation pour éviter d'aggraver les lésions et minimiser les conséquences du gel. À l'hôpital, l'état de Daisy suscita de vives inquiétudes. Les analyses révélèrent que son taux d'alcool dans le sang était 2 fois supérieur à la normale. Son corps portait des marques de gelure ainsi que des séquelles de violence, notamment des bleus et des déchirures au niveau du périnée. Il fut impossible d'interroger Daisy car les événements de la nuit précédente étaient presque entièrement effacés de sa mémoire. La police décida alors d'interroger Paige, qui raconta tout ce qui leur était arrivé. Les amies avouèrent qu'elles avaient pris une bouteille d'alcool dans le bar de la maison sans permission, espérant que personne ne le remarquerait. Elles avaient déjà bu une partie de son contenu. Quand les garçons les invitèrent chez eux, elles étaient donc déjà en état d'ébriété. Paige expliqua ce qui s'était passé, notamment qu'un des garçons avait filmé ce que Matthew avait fait à Daisy, inconsciente. La police devait maintenant interroger les garçons, analyser la vidéo et retrouver le téléphone de la victime, qu'elle n'avait pas sur elle. Après une fouille des alentours, les policiers retrouvèrent l'appareil de Daisy dans la neige sur la pelouse. Le téléphone contenait des échanges assez intimes entre elle et Matthew. Le lendemain, les 3 garçons furent convoqués au poste pour être interrogés. Matthew admit avoir organisé une fête chez lui où il avait invité les 2 filles. Il confirma qu'elles étaient déjà ivres à leur arrivée, mais affirma qu'elles étaient conscientes de leurs actes, comprenaient ce qui se passait et avaient consenti à tout. Au début, Matthew nia catégoriquement avoir donné à boire à Daisy,
Mais il finit par se contredire et avouer qu'il lui avait versé de l'alcool pour faire fondre la glace dans son cœur. Il insista cependant sur le fait que Daisy était consciente pendant les faits et que tout avait été consenti, avec l'utilisation de contraception. Matthew ajouta qu'il avait raccompagné Daisy et Paige chez elle. Daisy se sentait mal, vomissait, alors il décida de lui enlever sa veste pour qu'elle ne se salisse pas. Quant à ses chaussures, il prétendit qu'elle les avait enlevées elle-même. Il assura que lorsqu'ils étaient partis, ils étaient convaincus que Daisy était rentrée chez elle. Jordan reconnut avoir filmé l'intimité entre Matthew et Daisy sur son téléphone et avoir montré la vidéo à quelques amis avant de la supprimer. Nicolas admit qu'il avait eu des relations avec Paige et précisa qu'elle avait donné son accord. Après les interrogatoires, les 3 garçons furent placés en garde à vue. Nicolas fut le seul à ne pas nier les faits, il coopéra avec la police, avoua tout et fut immédiatement envoyé en centre de détention pour mineurs. La situation des autres amis était moins claire. Le shérif local prit parti pour Matthew, allant même jusqu'à le complimenter pour avoir raccompagné les filles chez elle. Mais il omettait volontairement de mentionner qu'une des filles avait été laissée dehors, presque inconsciente et dévêtue. De plus, la vidéo filmée par Jordan, qui aurait pu éclairer l'état de Daisy pendant les faits, ne fut même pas tentée d'être récupérée, jugée non pertinente. Un élément crucial du procès fut le témoignage de Daisy, donné dès son arrivée à l'hôpital. Elle ne se souvenait pas des événements de cette nuit-là. Lorsqu'un policier lui demanda si elle aurait pu proposer une relation intime en échange d'alcool, Daisy admit que c'était possible. Plus tard, Coleman nia avoir entendu la question, affirmant que Daisy n'était pas encore en état de comprendre ce qui se passait. Cette formulation permit finalement de faire tomber les accusations contre Matthew et Jordan. Par ailleurs, il apparut que le grand-père de Matthew Barnett, ancien policier devenu homme politique et représentant de l'État, s'impliqua dans l'affaire. Le shérif, qui soutenait les garçons, déclara en cour qu'il ne considérait pas les filles comme des victimes. Finalement, les jeunes hommes furent acquittés et libérés. Physiquement, Daisy se remit quelques semaines après ces terribles événements, mais mentalement, elle resta profondément affectée. Elle retourna à l'école, espérant retrouver une vie normale, mais au lieu de soutien et de compassion, elle fit face à un harcèlement intense. La plupart des élèves prirent le parti du populaire et séduisant Matthew. Daisy et Paige furent traitées de menteuses et jugées trop légères, prêtes à tout pour une bouteille d'alcool. Coleman fut exclue de l'équipe de Pom Pom Girl et devint une paria partout où elle allait. Malgré les efforts de ses frères pour la défendre, Daisy recevait régulièrement des appels et des messages anonymes contenant des propos blessants ou menaçants. Sa mère subit des messages similaires. Sa meilleure amie et sa mère cessèrent de communiquer avec elle, elles aussi victimes de harcèlement et contraintes de changer d'école. Peu à peu, Daisy sombra dans une profonde dépression. Elle évitait tout contact avec autrui et tenta même de mettre fin à ses jours. Le point de rupture fut l'incendie criminel de la maison de la famille Coleman. Ce drame les convainquit qu'ils n'étaient plus sûrs de rester en ville. Ils décidèrent alors de déménager dans un autre État, où Daisy pourrait terminer son cursus scolaire dans de meilleures conditions. Quelques années plus tard, alors que Daisy était déjà étudiante à l'université, un média en ligne influent publia son histoire, suscitant un nouvel intérêt public. Cette fois, de nombreuses personnes à travers le pays, ayant vécu des expériences similaires ou ayant été victimes de harcèlement, prirent sa défense. Un documentaire intitulé « Audrey et Daisy » fut réalisé, abordant les thèmes de la violence, du harcèlement et de l'intimidation. L'autre protagoniste de cette histoire était une jeune fille nommée Audrey, originaire de Californie. Une histoire similaire lui était arrivée à un âge proche, ce qui la rendit également marginalisée. Plongée dans une dépression dont elle ne put se sortir, elle mit fin à ses jours. Avant de partir, elle écrivit sur son profil internet que sa vie était détruite et qu'elle ne voyait plus de raison de continuer. Ce projet documentaire et le soutien public qu'il reçut encouragèrent la famille Coleman à poursuivre la lutte pour la justice et à faire rouvrir l'enquête. Cette fois, Matthew Barnett fut reconnu coupable, mais ne fut condamné qu'à 4 mois de probation. Il versa également à la victime une indemnité dérisoire de moins de $2000. Après avoir terminé ses études, Daisy s'installa dans le Colorado, où elle espérait repartir à zéro. Elle mit son talent artistique à profit en travaillant comme tatoueuse. Parallèlement,
elle accepta de participer à un autre projet documentaire. Pendant un temps, tout semblait aller mieux. Mais à l'été 2018, de nouvelles difficultés frappèrent sa famille. Sa mère et son frère cadet Tristan décidèrent de lui rendre visite en voiture. Sur la route menant vers un autre État, ils furent victimes d'un accident de la circulation. À l'été 2018, un nouveau drame a frappé la famille. La mère et le frère cadet, Tristan, avaient décidé de rendre visite à Daisy en voiture. Mais sur le chemin vers un autre État, ils ont eu un grave accident. Tristan est décédé sur le coup, tandis que Melinda a été transportée à l'hôpital avec de lourdes blessures. Cette tragédie a profondément fragilisé l'état émotionnel déjà instable de Daisy. Elle s'est renfermée, refusant de voir quiconque et s'est isolée. De plus, elle a appris qu'elle ne pourrait jamais avoir d'enfant. Seule sa passion pour le travail et la créativité l'ont empêchée de basculer dans le désespoir. Elle exprimait sa douleur et ses peurs à travers ses dessins et croquis. Bientôt, Daisy a commencé à se plaindre d'être suivie par un inconnu. Elle recevait à nouveau des messages menaçants et insultants. Mais le pire était qu'il venait souvent chez elle. Elle avait l'impression qu'un cauchemar de son passé revenait la tourmenter, la poussant vers la folie. Daisy s'est rendue plusieurs fois à la police pour signaler ce mystérieux harceleur et exprimer sa peur, mais ses plaintes n'ont pas été prises au sérieux. Par ailleurs, elle a découvert que la seconde clé de sa maison avait disparu, supposant que l'homme qui la harcelait l'avait volée. Le 4 août 2020, la police est intervenue chez Daisy, appelée par Melinda. Ne parvenant pas à joindre sa fille, elle craignait le pire et avait demandé de vérifier si tout allait bien. Daisy était bien chez elle et a admis être terrifiée, mais aucun intrus n'a été trouvé, ni dans la maison, ni aux alentours, et les policiers sont rapidement repartis. Quelques heures plus tard, Daisy a contacté son petit ami en visioconférence. En larmes, elle lui a confié qu'elle ne pouvait plus supporter la situation. Puis, elle a sorti une arme de son tiroir et s'est donné la mort. Immédiatement, son compagnon a appelé les secours et s'est précipité auprès d'elle, mais il était trop tard. Daisy est décédée à l'âge de 23 ans. Daisy est devenue le 3e membre de la famille à disparaître prématurément. Sa mère Melinda n'a jamais réussi à surmonter cette perte. Elle publiait presque quotidiennement sur les réseaux sociaux, se remémorant sa fille, lui adressant des excuses et exprimant son souhait de pouvoir porter sa douleur à sa place. Quelques mois plus tard, à 58 ans, Melinda a publié un dernier message accompagné d'une vieille photo de tous ses enfants réunis. Elle avouait ne plus pouvoir supporter la souffrance et, peu après, elle a choisi de mettre fin à ses jours, imitant le geste de sa fille. De cette famille autrefois nombreuse, aimante et heureuse de 6 personnes, seuls les frères Charlie et Logan sont restés. Lorsqu'ils ont voulu récupérer quelques souvenirs de leur sœur, ils ont découvert que le salon où elle travaillait avait été cambriolé. Les albums contenant ses croquis exclusifs avaient été volés. Quant à Matthew Barnett, sa vie est aujourd'hui plutôt réussie. Diplômé d'une université prestigieuse, il a choisi de suivre les traces de son grand-père influent. Lorsqu'il a appris la mort de sa mère et de Daisy, il a sobrement exprimé ses condoléances sur ses réseaux sociaux. Vous avez regardé la chaîne Les Ombres du Crime. Merci d'avoir regardé et bonne journée.